Bonjour et bienvenue sur cette partie qui concerne les IFRS. Cette partie représente 2 points à l'examen, 1 point pour les connaissances de cours et 1 point pour la mise en application. Et on va travailler aujourd'hui sur l'IFRS 15, une IFRS essentielle, et c'est bien sûr une initiation à cette IFRS pour pouvoir répondre aux questions que vous pourriez avoir à l'examen. Le programme d'IFRS insiste sur le fait que vous devez maîtriser les principales différences entre les règles en normes françaises, présentes dans le PCG, et les règles en normes IFRS. Sur cette norme IFRS 15, je vous propose de les aborder dans sa globalité, et après on verra comment aborder l'IFRS 15, quelles sont les 5 étapes clés de cette norme. En IFRS, la reconnaissance du revenu, des revenus ou la reconnaissance du chiffre d'affaires s'appuie sur une notion de transfert de contrôle ou transfert de risque, alors que les règles françaises sont plus attachées à la notion de transfert de propriété. On a une approche en norme française, en PCG, plutôt juridique, alors qu'en norme IFRS, on a une approche plutôt économique. Il y a un principe comptable évident en IFRS qui est celui de substance over form, qui est la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. En IFRS, on applique stricto sensu ce principe comptable, alors qu'en France, on est plutôt sur une notion plutôt juridique. Deuxième point de divergence, en IFRS, les créances sont actualisées dès qu'elles ont un long délai. Ça signifie quoi? Ça signifie que si votre client va vous payer dans plus d'1 an, plus de 12 mois, eh bien, il faut émettre une composante financement, donc il va falloir actualiser la dite créance. En fait, si vous vendez des produits finis à un client et que ce client, il vous paie dans 1 an, en fait, vous lui avez fait 2 services. Vous lui avez vendu des produits finis et vous lui avez accordé un crédit. Économiquement, il faut donc matérialiser les 2 en une vente et un crédit. Donc, on aura cet aspect financement, produits financiers, charges financières quelque part. Enfin, sur le contrat à long terme et la reconnaissance du chiffre d'affaires, le plan comptable général, les normes françaises prévoient 2 méthodes, dont aucune n'est une méthode de référence. Soit la méthode à l'avancement, qui consiste à anticiper le chiffre d'affaires et donc la marge en fonction de l'effort fourni, d'un pourcentage d'avancement des travaux. Et la méthode à l'achèvement, qui consiste à comptabiliser l'intégralité du chiffre d'affaires et de la marge à l'achèvement du chantier. En norme IFRS, on vous dit que c'est le transfert de contrôle, on vous dit que c'est la méthode des intrants qui doit être mise en place. Cette méthode des intrants, elle doit être faite en fonction des efforts fournis. Vous avez travaillé sur l'exercice N, vous n'attendez pas avant de comptabiliser votre marge, vous devez obligatoirement appliquer une méthode qui est équivalente à la méthode de l'avancement. Pouvez-vous nous indiquer les 5 étapes clés de la norme IFRS 15, reconnaissance des revenus? L'IFRS 15 sur la reconnaissance des revenus est une norme très spécifique et il faut rentrer dans une certaine mécanique pour la comprendre. La norme, elle vous dit qu'on ne comptabilise pas comme en France le chiffre d'affaires quand on émet une facture. La norme, elle est un peu plus complexe. Elle préconise et elle organise la comptabilisation du chiffre d'affaires selon un processus qui se déroule en 5 étapes. La première étape consiste à identifier s'il y a ou non un contrat avec le client. S'il n'y a pas de contrat avec le client, alors il n'y a pas de chiffre d'affaires à comptabiliser. On verra par la suite, avec un exemple chiffré, chacune des étapes une à une, et notamment si on répond à l'étape 1. Si vous avez un contrat, vous pouvez passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2 consiste à identifier, dans le cadre du contrat, quelles sont les obligations de prestation, c'est-à-dire les promesses qu'on a effectuées auprès du client, qui sont mentionnées dans le contrat. Pour un même contrat, on va retrouver généralement plusieurs obligations de prestation. OP1, OP2. Vous voyez sur la droite du schéma qu'ici on répond à la question « Que vend-on » Par exemple, lorsque vous abonnez à un forfait téléphonique avec téléphone, on vous dit facialement que le téléphone est à 1 euro et que l'abonnement est à 50 euros par mois. En fait, ici, dans la norme IFRS, le prix du téléphone n'est pas de 1 euro. Il est d'un montant différent. C'est une opération commerciale, c'est une opération de communication, mais factuellement et économiquement, le chiffre d'affaires lié à la vente de téléphone n'est pas de 1 euro. Dans ce cas d'exemple que je viens de vous donner, on a 2 obligations de prestation, la vente d'un téléphone et l'abonnement d'un téléphone. Une fois qu'on a identifié ces différentes obligations de prestation, les promesses qu'on a effectuées au client, il faut déterminer le prix de transaction sur le contrat. Et c'est un prix de transaction unique, total, qui figure dans le contrat. Une fois ce prix de transaction identifié, il va falloir répartir
à allouer ce prix de transaction entre les différentes obligations de prestation qui sont prévues au contrat. Vous voyez que le PT total, il va être réparti un peu dans l'OP1, un peu dans l'OP2. La dernière étape, l'étape numéro 5, c'est de comptabiliser le chiffre d'affaires lorsque l'entité transfère le contrôle sur une obligation de prestation. Typiquement, le chiffre d'affaires alloué au téléphone, on va le comptabiliser tout de suite. Le chiffre d'affaires alloué à l'abonnement, on va le comptabiliser petit à petit en fonction des efforts fournis, en fonction de l'abonnement du téléphone. Typiquement, un dossier qui pourrait être posé à l'examen, on vous demande ici de comptabiliser les écritures en IFRS au 31 décembre N, à fin février N+1 et à fin mars N+1 relatives au programme de fidélité. Il sera fait abstraction de la TVA. On vous place dans un laboratoire pharmaceutique qui s'appelle Link et dans lequel on vous indique que les ventes de décembre N se sont élevées à 500 000 €. Le paiement de ces ventes a été fait en espèces et que chaque vente a fait l'objet d'une facturation. Sur ces ventes de 500 000 €, cela a généré 100 000 € de points de fidélité attribués aux clients du laboratoire pharmaceutique. Lors de ces ventes et à l'origine, on indique que l'entreprise s'attend à ce que sur les 100 000 € de points de fidélité, il n'y en ait que 80%, soit 80 000 points de fidélité, qui soient utilisés. À fin février N+1, les clients ont utilisé 75 000 points de fidélité, et puis on vous indique qu'aucun point de fidélité n'est utilisé en mars N+1. Vous avez un extrait du programme de fidélité qui vous indique que à chaque fois qu'il y a une vente, cela génère des points de fidélité et qu'un point de fidélité a une valeur de 1 €. On nous indique aussi que les points périment après 3 mois. Ce contexte va nous servir à mettre en œuvre les 5 étapes clés de l'IFRS 15, reconnaissance des revenus. L'étape numéro 1 consiste à identifier le contrat conclu avec le client. Pour cela, il y a des conditions qui sont citées dans l'IFRS 15 pour indiquer si oui ou non on est face à un contrat. 4 conditions et on va bien sûr ici les appliquer au cas d'espèce. Première condition, on vous dit les parties du contrat ont approuvé le contrat et se sont engagées à remplir leurs obligations respectives. On rappelle que l'approbation d'un contrat, ici on n'est pas en droit, on est en compta, elle peut se faire aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Au cas d'espèce, le sujet ne nous fait pas sous-entendre le contraire. Les ventes ont été approuvées, il y a eu une vente à chaque fois, il y a eu un règlement, donc on peut sous-entendre que les contrats ont été approuvés. Deuxième critère, on vous dit l'entité peut identifier les droits de chaque partie ainsi que les modalités de paiement prévues. Au cas d'espèce, rien à signaler, paiement en espèces indiqué dans le sujet, on n'a rien à signaler. Troisième critère, il faut que le contrat ait une substance commerciale. La substance commerciale, pour rappel, elle s'apprécie au niveau des flux de trésorerie. Ça, une substance commerciale, ça va générer des flux de trésorerie. Au cas d'espèce, 500 000 € de vente, 500 000 € de vente en espèces, ça a généré des flux de trésorerie. Le critère est satisfait. Enfin, on vous dit que l'entité recouvrera probablement la contrepartie. C'est quand vous avez des fois des créances où le client a un droit à ne pas payer. Là, c'est pas du tout le cas. L'entité a été réglée, elle a eu sa contrepartie, on a eu un paiement en espèces en décembre. Ce critère aussi est satisfait. En conclusion, sur cette étape 1, il y a bien un contrat entre Link et ses clients. L'étape 1 étant satisfaite, on peut passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2 s'intitule « Identifier les différentes obligations de prestation, OP, prévues au contrat ». On vous indique que lors de la passation d'un contrat avec un client, donc on se situe bien à l'origine de la conclusion de la relation d'affaires, donc à l'origine de la conclusion du chiffre d'affaires, à l'origine de l'opération, l'entité doit apprécier les biens ou services promis dans le contrat et identifier comme une obligation de prestation chaque promesse de fournir au client un bien ou un service distinct, ou une série de biens ou services distincts qui sont essentiellement les mêmes et qui sont fournis au client au même rythme. Pour identifier les obligations de prestation, vous devez réaliser ce qu'on appelle une analyse substantielle du contrat, qui permet de déterminer ses promesses effectuées. Ici, ça signifie dans la réalité que vous avez autant d'analyses de contrats à faire qu'il y a de types de contrats à réaliser. Au cas d'espèce, on vous dit que la société Link a vendu des médicaments et va promettre aussi à ses clients d'avoir une réduction de prix sur les prochaines ventes. Vous avez donc ici 2 obligations de prestation. Vous avez une opération 1 qui va entraîner une obligation de prestation 1 qui est la vente de médicaments
Si vous aviez vendu de manière isolée, sans programme de fidélité, vous auriez vendu des médicaments pour 500 000 euros. Et vous avez une obligation de prestation numéro 2, qui est le programme de fidélité, le fait que le client va pouvoir bénéficier après d'une réduction de prix. Ce montant-là est de 80 000 euros de manière isolée. Attention, là le piège, c'est de se dire, on sait qu'il n'y en aura que 75 000 qui vont être utilisés. On sait qu'il y a 100 000 euros de points qui sont possibles, euros de programme fidélité. La société Link a estimé que seuls 80 000 euros vont être utilisés. C'est donc pas le 100 000, ce n'est pas le 75 000, c'est le 80 000 ici qu'il faut retenir. Une fois qu'on a identifié ces obligations de prestation, on peut passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3 consiste à déterminer le prix de transaction. La définition d'un prix de transaction, c'est le montant de contrepartie auquel l'entité s'attend à avoir droit en échange de la fourniture de biens ou de services promis en fonction des obligations de prestation, à l'exclusion des sommes perçues par le compte de tiers. En l'espèce, dans le sujet, c'est très clair. Le montant qu'on perçoit des clients pour les 2 obligations de prestation, ce sont toutes les ventes qu'on a réalisées en décembre, c'est 500 000 euros. Une fois qu'on a pu déterminer ce prix de transaction, on peut passer à l'étape numéro 4. L'étape numéro 4 s'intitule la répartition ou l'allocation du prix de transaction entre les différentes obligations de prestation prévues au contrat. Cette étape a pour objectif d'affecter à chaque obligation de prestation distincte, à chaque promesse qu'on a effectuée, un montant qui reflète le montant de contrepartie auquel l'entité s'attend en échange de la fourniture de ses biens ou services. En l'espèce, on a un prix de transaction de 500 000 euros. Il faut qu'on puisse allouer le prix de transaction à l'OP1, la vente de médicaments, et le prix de transaction à l'OP2, le programme de fidélité. Comment on s'y prend ? On fait 500 000 de prix de transaction total et on fait un prorata pour chacun des deux. Ici, on sait que de manière isolée, la vente de médicaments, c'est 500 000 euros. On sait que de manière isolée, le programme de fidélité qu'on pense voir réalisé à l'origine, c'est 80 000 euros. Donc, on va répartir selon cette clé de répartition. On fera pour l'OP1 500 000 fois 500 sur 580 et on fera pour l'OP2 500 000 fois 80 sur 580. On voit ici qu'on a alloué 431 000 pour l'OP1, 69 000 pour l'OP2 et que la somme des prix de transaction alloués à l'OP1 et à l'OP2 revient à notre prix de transaction total de 500 000 euros. Une fois qu'on a effectué cette répartition, on peut passer à la 5e et dernière étape. La 5e étape consiste à comptabiliser les produits lorsque l'entité remplit une obligation de prestation. On rappelle ici que l'entité doit comptabiliser les produits des activités ordinaires, donc son chiffre d'affaires, lorsque l'obligation de prestation elle est remplie, soit on fournit au client la fourniture d'un bien ou service, soit qu'on réalise la prestation de service. Ici, on insiste énormément sur le fait que le moment de la comptabilisation, ce n'est pas lié à la propriété, mais c'est lié au transfert de contrôle. Et que la comptabilisation du chiffre d'affaires peut se faire soit progressivement, soit à une date donnée. Progressivement, par exemple, quand on est dans le cas d'un contrat de location. Dans notre cas d'espèce, on a vendu des médicaments en décembre. On a transféré le contrôle des médicaments en décembre. Donc, l'OP1, obligation de prestation numéro 1, vente de médicaments, on va comptabiliser l'intégralité de ce chiffre d'affaires sur le mois de décembre. Concernant l'OP2, qui est le programme de fidélité, on nous indique que les points de fidélité ne sont pas utilisés sur l'exercice N et vont être utilisés sur l'exercice N+1. Donc, le transfert de contrôle, l'utilisation de ces points de fidélité n'a pas encore eu lieu. Comment on appelle un produit qui a été vendu sur l'exercice N, mais qui va concerner l'exercice N+1 ? C'est un produit constaté d'avance. Ici, le chiffre d'affaires, le prix de transaction alloué à l'OP2 doit donc être comptabilisé en produit constaté d'avance. Je vous propose les écritures suivantes. Les écritures en IFRS sont donc les suivantes. Pour fin N, vous avez l'encaissement des 500 000 euros de vente. On nommait la TVA, donc 500 000 au débit dans le compte banque ou le compte créance client. Et on vous dit, vous avez une ligne vente de produits finis, produits ordinaires, ici pour 431 000. C'est le prix de transaction alloué à l'OP1, vente de médicaments, dont le transfert de contrôle a eu lieu sur le mois de décembre. Et ensuite, vous avez la ligne produit constaté d'avance qui correspond au prix de transaction alloué à l'origine
au programme de fidélité qui va être transféré d'un point de vue du contrôle sur l'exercice N+1. Donc c'est pour ça qu'on met ça en produit constaté d'avance. Fin N+1, on vous dit que sur les 80 000 points que vous pensez utiliser, il y en a 75 000 qui ont été utilisés. Donc, on a utilisé ces points, on a donc transféré le contrôle sur ces points. On peut reconnaître le chiffre d'affaires généré par ce programme de fidélité à fin février N. Donc ici, on va reprendre le poste produit constaté d'avance au prorata. Donc à l'origine, on avait identifié un chiffre d'affaires généré par l'OP numéro 2 de 69 000 euros. On fait 69 000 euros fois 75 sur 80 000. Ça fait donc 64 656 euros de repris à fin février N. On nous indique que les points sont périmés au bout de 3 mois et qu'aucun point supplémentaire n'a été utilisé en mars N+1. On vient solder le compte de produit constaté d'avance, c'est-à-dire on vient le vider de sa substance. Ici, le compte est soldé est à 0 en ayant repris les 4 310 euros qui restaient dans ce poste-là. Ici, vous voyez qu'on a appliqué chacune des 5 étapes clés de l'IFRS 15. C'est un processus qui diffère des normes françaises. Ce qu'il faudra bien maîtriser le jour de l'examen, c'est la définition de ces 5 étapes clés qui pourraient être la question de cours qui serait posée, et de maîtriser l'allocation du prix de transaction aux différentes obligations de prestation, savoir identifier ces obligations de prestation et savoir passer des écritures comptables. Pour rappel, en IFRS, vous n'avez pas de numéro de compte comme en PCG, en normes françaises. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas, dans les écritures ici, de numéro de compte. En France, quand vous passez une écriture avec un 6, on sait que c'est une charge, on sait que ça impacte le compte de résultat. Quand vous passez une écriture avec un compte 512, on sait que c'est un compte de bilan, donc ça va toucher le bilan. En IFRS, ou même en conso, mais en IFRS, on n'a pas de numéro de compte, donc ma recommandation, dans le cadre de vos présentations d'écriture comptable, c'est pour le dossier d'IFRS de mettre entre parenthèses quel état financier est impacté. C'est pour ça que vous avez, par exemple, dans la première écriture, créance client ou banque. Eh bien, si on était en norme française, on aurait utilisé un 512. Ici, on renvoie juste, entre parenthèses, AB pour signifier que ça touche le bilan. La vente de produits finis, on aurait utilisé un 701 en norme française. Eh bien, ici, on met juste entre parenthèses un R pour dire que c'est du compte de résultat, etc. pour les autres écritures. Merci.